Julie Ambrois. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, je remplace Sophie-Claude Miller. Après de longues délibérations, les Mohawks de Kahnawake ont levé leurs barricades sur les voies ferroviaires et ont déplacé leur campement érigé il y a plus de 3 semaines en solidarité envers les Wet'suwet'en, vers un nouvel endroit où ils seront certains d'attirer l'attention. Un reportage de Lindsay Richardson. Ce tracteur quitte le campement sur les voies ferroviaires de Kahnawake à la tête d'un convoi de centaines de personnes et transportant un feu sacré toujours vivant, donnant enfin la réponse à la question qui trottait dans l'esprit du public depuis plusieurs jours. We have come to a decision. Our decision is to relocate our fire to the green space in Kahnawake, away from the railway tracks. We want the fire to be visible for every commuter that crosses the Mercier Bridge, to show that we are here to stay for as long as the Wet'suwet'en need us to. Une inspection réalisée la veille sur le site original par des représentants de CP, sous la supervision de défenseurs de la Terre, a attisé les rumeurs selon lesquelles le blocus de 27 jours serait finalement démantelé, permettant la reprise du service ferroviaire habituel le long du couloir Toronto-Montréal. Les défenseurs présents sur le site situé tout juste au sud de Montréal tenaient à tout prix de rester sur place jusqu'à ce qu'ils aient reçu des éclaircissements importants concernant l'entente proposée entre les gouvernements et les chefs héréditaires Wet'suwet'en. Ils ont même tenu un certain nombre de réunions au cours de la dernière semaine dans une tentative pour en arriver à un consensus, ce qu'ils affirment avoir enfin fait. Let this be a strong message and demonstration of good faith to all of Canada. We prefer a peaceful resolution and demand that Indigenous people's rights be respected. Dans une déclaration écrite, Joe Norton, grand chef de Kahnawake, a remercié les défenseurs des terres pour leur dévouement. Il explique que la décision contribua sans aucun doute à atténuer la pression. Il écrit: bien que certains politiciens aient perdu leur sang-froid et que certains commentateurs des médias aient alimenté le sentiment de haine, les défenseurs des terres n'ont jamais dévié de leur message d'appui à leurs frères Wet'suwet'en. Le premier site a été renforcé après que le premier ministre du Québec, François Legault, ait exacerbé les craintes de confrontation en disant que les Mohawks étaient lourdement armés. There are some offensive guns that are on the reserve. En réaction à cette situation, Pierre Vieilleux, président de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, a annoncé dans une lettre qu'il recommandait fortement le déploiement d'une unité tactique militaire pour aider au démantèlement, une suggestion qui a été rejetée par le premier ministre Trudeau. Our focus is very much on resolving this peacefully for the long term. But as I've said many times, I do not think it is ever appropriate to send the military against Canadian citizens. Selon M. Trudeau, la priorité reste le dialogue et la prévention. Les Mohawks de Kahnawake affirment que leur combat n'est pas terminé. Ils ne font que changer d'emplacement. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, le territoire Mohawk de Kahnawake. C'est devant les bureaux de la ministre de la Condition féminine, Mme Isabelle Charret, que se tenait le dévoilement de 5 revendications formulées par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes. Viviane Michel, de Femmes autochtones du Québec, en est la co-porte-parole. Marchons pour transformer! La Marche mondiale des femmes est un événement pour exposer les problèmes de société que vivent les femmes. Au Québec, une association de 41 organismes ont revendiqué à la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, la violence faite aux femmes, la pauvreté, la justice climatique, avec un accent sur le sort des femmes autochtones. Francine Rivet, coordonnatrice de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, a déclaré: Saviez-vous qu'un tiers des membres des Premières Nations qui vivent dans des réserves utilisent des systèmes d'eau potable qui sont préjudiciables à leur santé? Dans la perspective d'une transition écologique porteuse de justice sociale, nous exigeons du gouvernement qu'il mette en place des mesures d'accès à l'eau potable ainsi qu'à une alimentation de qualité à un prix accessible en adoptant une agriculture de proximité,
intégrant des principes de l'agroécologie et d'économie circulaire. Viviane Michel, femme autochtone du Québec et aussi co-porte-parole de cet événement, a adressé 3 revendications à la ministre Charest. Premièrement, que la justice s'applique pour que les femmes et les jeunes filles autochtones obtiennent réparation et respect de leurs droits. Que les forces policières cessent leur pratique de profilage racial et d'interpellation policière. Les femmes autochtones ont 11 fois plus de risques de se faire interpeller que les femmes blanches. La réparation pour la stérilisation forcée des femmes autochtones. La mise en place des mesures concrètes pour sécuriser la vie et le quotidien des femmes autochtones. La marche internationale organisée à tous les 5 ans depuis 20 ans sera à Terrebonne dans la Naudière le 17 octobre 2020. Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Suite à ce reportage, nous avons posé une question à Viviane Michel par rapport à Alexandra Lorange qui était employée récemment par le groupe Femmes autochtones du Québec. Pendant les dernières semaines, Alexandra Lorange a fait les manchettes alors qu'elle s'était identifiée comme étant membre de la nation Atikamekw. Des chercheurs en généalogie soutiennent que Lorange aurait des racines autochtones qu'à la 2e génération. Lorange était à l'emploi de Femmes autochtones du Québec en tant qu'analyste juridique et politique. Lorange était aussi co-enseignante pour le cours Femmes autochtones du Québec, débats et enjeux à l'Université du Québec à Montréal. Elle a été remplacée pour ce cours. On a juste spécifié que Mme Lorange ne fait plus partie de l'équipe des femmes autochtones du Québec car cela a touché beaucoup la crédibilité des femmes autochtones du Québec. Donc, on veut garder notre crédibilité, on veut garder nos relations avec les organisations autochtones et non autochtones. Donc... Au retour, on vous présente la 2e partie du reportage de Tamara Pimentel qui questionne le caractère discriminatoire des règles d'adhésion de certaines communautés possédant un code d'appartenance. À tout de suite. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Être membre de la communauté LGBTQ2S signifie souvent être victime de discrimination quotidienne. Qu'est-ce que cela signifie pour les gens qui vivent dans les Premières Nations? Dans le 2e volet de cette série en 2 parties, Tamara Pimentel nous parle des répercussions que peuvent avoir les inégalités au sein d'une communauté très unie. Lilith Left-Hand, 8 ans, est née et a grandi dans la Première Nation de Stoney Nakoda. Mais il n'a jamais été membre. Ses parents, Daniel Mark et Ava Left-Hand, qui sont membres de cette Première Nation, affirment que leur fils est victime de discrimination parce qu'elle forme un couple de même sexe. Le couple se bat pour l'adhésion de Lilith pendant la naissance de ce dernier. Mais c'est plus qu'une simple question d'obtenir une reconnaissance. I don't know if he's going to have his own home when we're gone. And he grew up here. I don't want him to get pushed out just because of what list he's on. And I want him to feel pride in his community. It means that they consider us a family. He'll have all the benefits we have. Et elles ne sont pas seules dans cette situation. Family's important. Family's always been important. Wayne Wallace, père bispirituel vivant à Vancouver, livre un combat semblable. When I came to accept myself for being two-spirited, a member of the LGBT community, it was the first thing that I thought in my mind back then, 20-some-odd years ago, was I'm never going to have kids. M. Wallace et son mari sont parents de jumeaux nés par l'entremise d'une mère porteuse. L'un d'eux est l'enfant biologique de Wayne Wallace et l'autre est l'enfant biologique de son mari, qui est australien. They're both my children. I created them with my husband. The closest to that heterosexual can create their own family. M. Wallace est membre de la Première Nation Madawaska-Maliseet de Nouveau-Brunswick.
Bien que ses deux fils possèdent le statut d'Indien inscrit en vertu de la loi sur les Indiens, un seul est inscrit comme membre de sa bande. You know, we can't have children the traditional way, right? It's not going to happen. We're two men. We needed the help, and we had the intent of creating our family this way. There might be those that decide to adopt. Should they be also stopped from registering those children as they would consider them their own, to be members of our community? La Première Nation de Madawaska, Maliseet, n'a pas donné suite à notre demande de commentaires. Mais Wayne Wallace explique que les membres se sont prononcés sur un code d'appartenance qui permet à la bande de décider qui peut être membre et qui ne peut pas. 5 years ago, our community enacted a new membership code, because we've had control over our membership for quite a while now, I think since about mid-80s. And the new code requires male offsprings to undergo DNA testing. I can't understand why blood has to be the only component that makes you indigenous. Ses parents se posent tous la même question. Qu'est-ce qui nous définit comme membres d'une communauté autochtone? I think there's a number of layers that come with that, and in understanding indigeneity of an individual. And I think culture, family, traditions, all of that language, it all comes and is blended together. They always say tradition. Tradition, we're all close-knit community. And now they're just pick and choosing who stays, who goes. That's just, it's like if they're going to say tradition, and stick to tradition and staying strong as a community. Pour Danielle Marc et Ava Lefthand, l'inclusion fait partie des traditions et elles affirment que tous les types de discrimination doivent cesser. We need to grow. We have feelings too. And we all should see each other equally. Not based on what gender we like or whatever. It's based on being strong here as a community, staying together. Just try not to lose hope. Trying to stay upbeat as I can for my son. I want him to feel pride in our family. Un reportage de Tamara Pimentel, Nouvelle nationale d'APTN, sur le territoire de la Première Nation des Stoney Nakoda. Des équipes de hockey mineur du territoire Mohawk de Kahnawake sont les dernières équipes à condamner publiquement le racisme pendant le jeu. Des joueurs de catégorie Pee-wee et Bantam qui font partie d'équipes mixtes de la communauté utilisent du ruban rouge pour leurs bâtons dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au racisme. Cette campagne a vu le jour en Nouvelle-Écosse et en décembre dernier. Certains parents et joueurs de Kahnawake ont exprimé leurs préoccupations concernant l'utilisation péjorative du terme « sauvage » pour désigner les jeunes joueurs. Ils soutiennent que la haine et le préjudice n'ont pas leur place dans le monde du sport. La famille de Loretta Saunders affirme qu'une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada a ajouté l'insulte à l'injure qui est leur perte. Une des deux personnes reconnues coupables d'avoir tué la femme inuit originaire du Labrador en 2014 cherche à obtenir des services de guérison autochtones et a fait une déclaration qui a choqué de nombreuses personnes. Alana McDougall d'APTN nous explique la situation. And for the government to give her Aboriginal rights when my family are Aboriginal and we're dying off. Myriam Saunders, la mère de la victime assassinée Loretta Saunders, est outrée d'apprendre que le droit à les services de guérison autochtone a été accordé à Victoria Hannabury. La famille Saunders vient de quitter l'audience de libération conditionnelle de la commission qui s'est déroulée à Kitchener, en Ontario. They're telling some of my sister, her grandkids can't be Inuit, Inuk or whatever, but yet they're given the justice system is given the right to a murderer who killed a native woman
giving her the right to access things we haven't even got access to ourselves. Victoria Henneberry a été condamnée à la prison à perpétuité en 2015, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Dans sa récente décision, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a accordé à Mme Henneberry une permission temporaire de sortie avec escorte pour qu'elle puisse participer à un cercle de partage et de tambour. Dans la décision de la Commission, on indique que Mme Henneberry s'identifiait comme étant Cherokee. La sœur de Loretta Saunders, Delilah, affirme que cette situation ajoute l'insulte à l'injure. It was really difficult also to watch elders who are granting space to someone like this. You know, it was really hard to see that, and to, yeah, like my family and I, like, we wouldn't even be present while Victoria and them were smudging because it wasn't right. Dans la décision, il est aussi mentionné que Mme Henneberry ne semblait pas manifester de remords envers la victime dans son comportement durant l'audience. En lisant votre énoncé, vous n'avez laissé transparaître aucune émotion. La Commission a noté et a souligné que vous affichiez un sourire pendant presque l'entièreté de la durée de l'audience, ce qui est très inhabituel, compte tenu de la gravité de votre offense. Votre décorum a considérablement changé lorsque la Commission a rendu sa décision. Selon cette décision, Mme Henneberry a beaucoup de travail à faire avant qu'une possibilité de libération conditionnelle ne puisse lui être accordée. Delilah Saunders a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle travaille avec des experts pour faire la lumière sur les allégations de Mme Henneberry concernant son statut de Cherokee. Rebecca Moore, une amie de la famille, soutient que le fait de permettre au gouvernement non autochtone de décider du statut d'autochtone est à l'origine du cours des récents événements associés à cette triste affaire. Like, she was a white woman when she murdered an Inuk woman, and now she's self-identifying as Indigenous and accessing Indigenous healing spaces, and it's the colonial government, it's the Crown that's allowing her to do this. Mme Henneberry a demandé d'assister à un total de 24 cercles de partage et de tambour au cours des 12 prochains mois. Un reportage de Alana McDougall, Nouvelle nationale d'APTN, Kitchener. Après la pause, nous recevons M. Jonathan Lenné, membre de la nation Huron-Wendat, est nouvellement nominé en tant que conservateur des cultures autochtones du musée McCord. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Aujourd'hui, en studio, nous recevons l'anthropologue et historien, M. Jonathan Lenné, Huron-Wendat, qui vient d'être nommé conservateur du secteur des cultures autochtones du musée McCord. Oui. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous parler de la collection autochtone du musée McCord? C'est une collection qui est très riche, qui contient 15 à 16 000 objets préhistoriques, c'est-à-dire des objets archéologiques, mais aussi des objets historiques, qui contient des objets très beaux, très raffinés, qui vont décrire des cultures autochtones, documenter des événements qui se sont passés à travers le Canada. On a des objets de toutes les régions du Canada, de la côte ouest, du nord aussi. On a aussi des objets plus récents, fabriqués par des Autochtones. Alors, c'est une belle collection qui est très riche, de grande qualité, et on aime dire que c'est une des plus grandes au Canada. Très bien. Est-ce qu'il y a un processus en place au musée McCord dans le cas où les nations voudraient se réapproprier des objets? Bien sûr. Nos collections, on veut les rendre accessibles aux communautés autochtones, aux individus, aux artistes, aux chercheurs. Alors, ils peuvent venir, ils prennent rendez-vous avec nous pour consulter leurs objets, observer comment ils sont fabriqués. Et il y a des artistes aussi qui peuvent venir les consulter. Nos informations sont disponibles en ligne aussi ou dans les bases de données. Donc, toute l'information, on la rend disponible. Et il y a aussi, parce que ça peut arriver,
si, par exemple, il y a des demandes de restitution, parce que je pense que ça pouvait contenir cet élément-là dans votre question, ça, on n'a pas officiellement de politique présentement qui va faire en sorte qu'on peut laisser aller des objets comme ça, mais on y va au cas par cas. Donc, s'il y a une communauté qui nous explique que ces objets-là, c'est des objets cérémoniels, par exemple, et puis on devrait les utiliser dans tel contexte et tout ça, bien, nous, ça peut arriver qu'on va entrer en négociation avec la communauté, ou ça peut être aussi, par exemple, s'il y a des restes humains, par exemple, ou des objets issus de sépultures. Ça, c'est des objets sacrés, c'est des objets qu'on peut accepter de rendre à la communauté selon le cas. Qu'est-ce que la démarche d'autonomisation du musée McCord? Bien, c'est une démarche qui est un processus, en fait, sur le long terme, si on veut, et ça inclut différentes facettes, comme par exemple, le musée McCord veut s'assurer d'inclure la voix et la perspective autochtone au sein de l'institution, mais pas seulement dans le développement des expositions, mais même, par exemple, récemment, ils ont réservé 2 sièges au conseil d'administration qui sont occupés par des gens autochtones, issus des communautés. Donc, c'est pour s'assurer d'avoir une perspective autochtone dans la structure même de l'organisation. Ensuite, bien, engager des conservateurs autochtones, c'est une autre façon de le faire. S'assurer, quand on développe les expositions, d'inclure les perspectives autochtones dans le contenu, donc dans la description des objets, dans la narration du récit de l'histoire qu'on veut raconter. Donc ça, c'est toutes des facettes qui font en sorte qu'on veut insérer les perspectives des Autochtones dans la structure même de l'institution, mais aussi dans le contenu des expositions, pour s'assurer que finalement on raconte l'histoire des Autochtones selon leur version, selon leurs expériences, selon leurs aspirations pour le futur. Vous êtes conservateur. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient pour le musée McCord. Bien, plein de beaux projets nécessairement, mais un dont je peux parler, c'est qu'on est en train de renouveler l'exposition permanente sur les Premières Nations. Actuellement, c'est l'exposition « Porter son identité », qui est là depuis quelques années. Et là, on est en train de développer le contenu pour une nouvelle exposition, spécifiquement, encore une fois, sur les Premières Nations. Et c'est fait en collaboration, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avec les communautés autochtones. On a une commissaire autochtone aussi qui s'assure de développer le récit, le scénario, la structure de l'exposition. Et il va y avoir beaucoup de témoignages des gens issus de communautés autochtones à travers le Québec pour documenter les objets qui vont être présentés. Il va y avoir encore une fois une centaine d'objets autochtones de différentes natures. Et puis, ces témoignages-là, ils vont autant raconter comment ces objets-là étaient utilisés, mais ils racontent aussi des perspectives, des expériences autochtones quant à des périodes parfois plus difficiles de colonisation sur le territoire, l'impact que ça a eu, ces décisions-là, et de colonisation. En gros, c'est ça. On est encore en train de développer sur le contenu et c'est quelque chose qui va être prêt pour l'année prochaine, en 2021. Monsieur Lenné, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine. Yamé.